quelques mots effectivement sur cette intervention qui portera sur les leviers éducatifs et pédagogiques à activer. Il s'agira donc de les identifier, de donner leur sens, leur valeur et de voir effectivement comment on peut les activer pour agir en prévention de manière précoce et efficace. Alors, l'intervention se déroulera de la manière suivante. D'abord, quelques mots d'introduction. Ensuite, je ferai un petit point, alors non pas pour revenir sur les définitions, mais un petit point justement en écho aux témoignages, aux paroles d'élèves et aux paroles du chef d'établissement que nous venons d'entendre sur décrocheurs, décrochés, quels sont finalement les facteurs en jeu, quelles sont les responsabilités, comment finalement les choses se dessinent. J'interviendrai ensuite sur un premier axe de prévention qui concerne l'ensemble des élèves et qui vise à faire de l'école un lieu de sérénité, un lieu de sécurité, un lieu où chacun a sa place, où chacun se sent bien. J'évoquerai ensuite un autre axe de prévention qui concerne toujours l'ensemble des élèves et qui permet cette fois-ci de donner à l'école de faire de l'école un environnement qui est pensé et organisé afin de permettre toutes les réussites, en quelque sorte, en faire le lieu de toutes les réussites. J'évoquerai enfin dans un troisième temps ce qu'il nous revient de conduire en termes d'intervention spécifique auprès de celles et ceux chez lesquels nous avons pu identifier un certain nombre de facteurs de risque de décrochage. Donc cette fois-ci, nous ne serons plus sur une action concernant tous les élèves, mais concernant certains élèves qu'il nous faudra d'abord repérer et ensuite avec lesquels il nous faudra et auprès desquels il nous faudra intervenir de manière spécifique. Et enfin, quelques mots de conclusion. Le tout dans un temps extrêmement contraint. Je vais donc effectivement tenter de relever le défi, je vais y arriver, mais presque inévitablement, cela va signifier que je ne dirai peut-être pas tout ce que j'aurais aimé vous dire, tout ce que j'avais prévu de vous dire. Rassurez-vous, ne soyez pas trop frustrés. Tout ce que je ne vais pas dire, tout ce que je vais dire, tout ce que je n'aurai pas eu le temps de dire, sera tout de même mis à votre disposition. J'ai élaboré un document numérique dans lequel vous retrouverez une synthèse écrite complète de mon projet d'intervention et auquel j'ai également associé un certain nombre de documents, alors articles scientifiques, documents de recherche qui vous permettent, si vous en avez besoin ou l'envie, d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets que je vais effectivement évoquer ce matin, et puis également un certain nombre de témoignages, d'expériences, ce qu'on appelle aujourd'hui des pratiques inspirantes qui ont déjà été mises à l'œuvre dans un certain nombre de territoires, dans un certain nombre d'établissements et qui vous permettront également, dans le cadre des travaux que vous allez mettre en œuvre, vous allez poursuivre, pour ceux que vous avez déjà engagés, que vous allez mettre en œuvre dans le cadre des feuilles de route que vous allez élaborer cet après-midi, et de pouvoir éventuellement vous en inspirer, vous enrichir de ces possibilités. Alors, en termes d'introduction, eh bien d'abord, effectivement, quelques mots de présentation. Très rapidement, je ne vais pas vous faire mon CV. Je suis inspectrice, je suis effectivement membre de la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire et j'assure à la tête de cette mission l'intérim en qualité de déléguée ministérielle depuis le courant du mois de septembre. Cette mission, elle est directement rattachée au directeur général de l'enseignement scolaire et elle a pour objet d'étude 3 grands domaines. Le premier, c'est l'amélioration du climat scolaire. Et donc, vous retrouverez très certainement dans mon propos une coloration climat scolaire que j'assume pleinement. La deuxième, c'est la prévention et la lutte contre le harcèlement et contre toutes les formes de micro-violences entre pairs en milieu scolaire. Et le troisième domaine sur lequel nous travaillons, c'est la prévention et la gestion de la crise en milieu scolaire, la crise dans tous ses états, dans toutes ses dimensions, de la crise que je qualifierais de mineure dans la salle de classe par le comportement inapproprié d'un élève à un moment donné, jusqu'à la crise majeure, paroxystique, qui touche l'ensemble de la communauté scolaire. Donc une focale climat scolaire que j'assume totalement parce qu'elle vient finalement, elle est extrêmement et intimement liée et articulée avec la problématique du décrochage scolaire.
Alors pourquoi? D'abord parce que climat scolaire et décrochage scolaire sont ce qu'on appelle des questions transversales. Cela signifie qu'elles traversent l'ensemble des domaines, l'ensemble des dimensions de l'action éducative et pédagogique. Pour autant, ce ne sont pas des questions à la marge. Vous savez que quand on parle de transversal, on a parfois tendance à placer ces sujets-là en périphérie, en pensant que finalement, ce sont certains acteurs identifiés en périphérie de la classe qui sont les premiers concernés par ces objets-là. Non, ce sont des questions transversales qui traversent l'action et les pratiques de l'ensemble des métiers, de l'ensemble des professionnels de l'école, très tôt dans le cursus et tout au long de ce cursus. Deuxième élément commun entre climat scolaire et décrochage scolaire, finalement, ils renvoient tous deux à des situations qui sont extrêmement complexes et qui doivent nécessairement être analysées, être appréhendées dans leur globalité, dans leur complexité et selon une approche systémique. Finalement, ce qui les caractérise, c'est un certain nombre de facteurs qui sont interdépendants. Et on ne peut pas penser que, tant pour l'amélioration du climat scolaire que pour la prévention ou la lutte contre le décrochage scolaire, il s'agit d'agir sur un seul élément, pensant que cela suffit en soi pour faire évoluer de manière significative les situations. Il faut bien effectivement identifier plusieurs leviers d'action et avoir des actions cohérentes, concertées, convergentes pour faire évoluer de manière significative chacune de ces situations. Donc des mêmes modalités d'approche finalement sur ces deux sujets. Même modalité d'approche et même stratégie d'action, avec 3 dimensions: la prévention donc en direction de l'ensemble des élèves, l'intervention auprès de publics cibles, identifiés, vulnérables, fragiles, à risque, et puis la remédiation, l'action spécifique du retour à la situation initiale ou à la situation recherchée. Autre point commun, c'est que finalement ces approches qui concernent le décrochage scolaire et le climat scolaire nous invitent finalement à interroger le cœur même de notre action, ce qui fonde l'école. C'est finalement garantir que nous conservions dans nos murs et dans des dynamiques d'apprentissage et de réussite l'ensemble des élèves et que nous puissions effectivement, par nos actions, amener chacun à évoluer favorablement dans son parcours pour atteindre une qualification et pour poursuivre son parcours aussi loin qu'il le peut. Et nous sommes véritablement dans les mêmes enjeux. Enfin, bien évidemment, je terminerai en disant que nous travaillons en étroite collaboration, nous, mission ministérielle prévention et lutte contre les violences, et le DRDIE, le département recherche, innovation et expérimentation, et en particulier au sein du DRDIE, le pôle décrochage. Nous travaillons en étroite collaboration parce que finalement, les études aujourd'hui le prouvent, il y a une double connexion entre climat scolaire et décrochage scolaire. Un bon climat scolaire favorise la prévention du décrochage, favorise la persévérance scolaire, favorise l'accrochage, voire le raccrochage scolaire. En revanche, bien évidemment, un climat scolaire dégradé peut être un facteur de décrochage ou un facteur renforçant finalement un certain nombre de risques de décrochage. Ce qu'on observe aussi, c'est que des élèves en situation de décrochage scolaire ou en risque de décrochage scolaire vont eux-mêmes avoir une action, un effet, un impact sur la qualité du climat scolaire. Leur désengagement, leur difficulté à trouver leur place dans un groupe social, à construire des relations variées, positives et constructives avec leurs pairs, avec les adultes, vont être des éléments qui vont effectivement pouvoir à un moment donné impacter la qualité du climat. De la même manière, leurs comportements qui vont évoluer vont être effectivement parfois aussi facteurs
de dégradation du climat scolaire. Donc des liens étroits qui justifient que l'on appréhende ensemble ces deux objets. Alors, je me suis posé quelques questions pour finalement préparer cette intervention, fonder mon propos et l'orienter. La première question que je me suis posée, c'est celle de la définition même. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur les définitions que vous maîtrisez parfaitement, qui sont connues, partagées de tous, mais tout de même, je m'intéresserai dans un premier temps à ce dont il s'agit véritablement. De quoi parle-t-on quand on parle décrochage scolaire, quand on parle de décrocheurs? La deuxième question que je me poserai, qui est en fait presque une farandole de questions en quelque sorte, c'est sur quoi faut-il agir? Nous sommes donc convaincus, et les premières interventions l'ont confirmé, qu'il nous faut donc agir, qu'il nous faut tous agir, que nous sommes tous mobilisés dans cette action, qu'elle doit être précoce, qu'elle doit être continue, volontariste. Mais pour autant, sur quoi doit-on agir? Faut-il agir sur l'environnement scolaire, et quelles sont finalement les variables de cet environnement scolaire sur lesquelles nous pouvons agir? Faut-il agir sur l'action, sur les pratiques de l'école? Et là encore, comment? Sur quel point particulier peut-on faire évoluer les choses? Faut-on agir sur l'élève, sur l'individu? Et là encore, sur quelle dimension finalement de l'élève peut-on avoir une action? Bien évidemment, dans ces questions, il y en a une qui est implicite et à laquelle je tenterai de répondre, c'est: faut-il choisir entre ces différents niveaux d'action, entre ces différents objets d'action? Ou faut-il avoir une action beaucoup plus large, beaucoup plus convergente et globale? Alors, quelques points effectivement sur ce dont il s'agit quand on parle de décrochage. En France, on a fait le choix d'utiliser le mot décrocheur. Alors là encore, je vais commencer par une question. Décrocheur. Quand on utilise ce terme, est-ce que cela signifie finalement que l'on appréhende l'élève, l'individu, comme étant agent, acteur, et donc responsable finalement de la situation dans laquelle il se situe, responsable finalement du processus qu'il est en train de vivre, ce processus de décrochage? Est-ce que finalement il est acteur, responsable de son désengagement scolaire progressif? Le terme décrocher, le verbe décrocher est un verbe d'action. Il renvoie donc finalement à une action de quelqu'un qui progressivement est en train de quitter son parcours d'apprentissage. D'autres pays ont fait le choix d'utiliser un autre terme et parlent de décrocher et accent aigu. Alors, l'indistinction, elle est réelle. Finalement, quand on parle de décrocher, on renvoie davantage au paradigme ou au concept que cette fois-ci, on n'est plus l'agent ou l'acteur, mais on devient un objet qui subit en quelque sorte un phénomène qui lui échappe au moins en partie et qui est donc une démarche d'exclusion, de mise à l'écart progressive. Alors, est-ce cela, finalement, la réalité du décrochage? Est-ce qu'on est dans le décrocheur, l'acteur responsable de ce qui lui arrive, ou est-ce qu'on est dans l'objet qui subit et qui, finalement, est dans une situation qu'il ne peut totalement maîtriser, voire qu'il ne peut pas du tout maîtriser, et qui tente à l'éloigner progressivement de l'école et du parcours scolaire? Bien évidemment, vous êtes en capacité de répondre, tout comme je vais le faire, en fait, ni l'un ni l'autre. Il ne s'agit pas effectivement de retenir l'une ou l'autre de ces définitions pour le décrochage ou pour la situation de l'élève. Finalement, ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'expérience et ce que les travaux de recherche nous permettent d'affirmer aujourd'hui, c'est que l'élève qui est en situation de décrochage n'est pas entièrement responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Il n'est pas entièrement responsable et il est finalement
touché par un certain nombre de facteurs internes et externes qui vont le mettre dans cette situation. Mais il n'est pas non plus exclusivement victime d'un système social ou scolaire qui induirait finalement ce qui lui arrive. Non, il y a bien une sorte de... alors le terme cocktail est très maladroit pour décrire cette situation, mais finalement il y a une combinaison de l'ensemble de ces variables avec des dosages extrêmement différents suivant chaque élève, chaque jeune, suivant le moment même où cela se situe. On voit bien qu'à un moment donné, l'environnement va avoir un impact plus fort et qu'ensuite, il va y avoir des facteurs personnels, des facteurs internes à l'élève qui vont prendre le poids, en quelque sorte, la prédominance par rapport à d'autres facteurs. Donc, une combinaison complexe avec effectivement la nécessité d'intervenir, donc d'avoir 3 niveaux d'action, je les ai déjà énoncés tout à l'heure, prévenir, intervenir, remédier, mais d'avoir surtout une action qui va concerner à la fois le système, l'environnement et son action, et à la fois l'élève, l'individu. Je vais pour ma part m'intéresser spécifiquement, alors j'ai oublié de cliquer, excusez-moi, voilà, ça m'arrive régulièrement, ne vous inquiétez pas. Je vais pour ma part essentiellement me consacrer mon propos à la dimension préventive. Sur la fin de mon intervention, j'évoquerai de manière assez rapide l'intervention. Je n'évoquerai pas du tout la remédiation, vous allez l'évoquer à d'autres moments de la journée. Alors, prévenir, c'est d'abord faire de l'école un lieu de sérénité, de sécurité, où chacun a sa place et où il se sent bien. Alors, c'est une évidence de le dire, et les premiers éléments que je vais vous citer, là aussi, vont vous paraître d'une extrême évidence. Pour autant, ils peuvent parfois être mis en doute, questionnés, voire mis en péril localement face à un certain nombre de difficultés. D'abord, c'est être tous convaincus que l'école, avec un grand E, est entièrement dédiée au bien-être, à l'épanouissement et à la réussite de tous. Je vous dis, effectivement, c'est une évidence que nous partageons tous, un principe élémentaire. Pour autant, effectivement, pour un certain nombre d'élèves, pour un certain nombre de familles, et parfois même pour quelques professionnels, dans des situations extrêmement complexes, eh bien, cette évidence n'est plus aussi facile à énoncer et à mettre en pratique au quotidien. Ça renvoie au principe d'éducabilité, ça renvoie à l'égalité des chances, ça renvoie au concept d'inclusion, ça renvoie à ces grands principes finalement qui donnent à notre école ses valeurs fondamentales, sa dimension et sa grandeur. Mais pour autant, ils peuvent effectivement parfois être l'objet d'un certain nombre de doutes ou de questionnements. Je n'irai pas plus loin sur la situation, mais vous avez vraisemblablement à l'esprit des situations où parfois il est difficile pour un élève de croire que l'école qu'il fréquente est effectivement fait tout pour qu'il réussisse. Même chose pour les parents et parfois pour les enseignants ou les professionnels. Deuxième élément, c'est faire en sorte que cette école garantisse que les relations interindividuelles qui vont s'y développer sont des relations de grande qualité. Cette fois-ci, ça renvoie à la connaissance et à la reconnaissance de chacun. Je parle autant des élèves que des professionnels, que des adultes. Ça renvoie à l'attention, ça renvoie au respect, à la confiance, à la chaleur des contacts. Vous savez, c'est cette certitude que finalement, quand on va arriver dans l'école le matin, on va être effectivement, allez, j'ose le dire, attendu, accueilli. Je prendrai juste pour exemple, effectivement, alors je vais pas donner de détails sur des illustrations, mais je voudrais juste évoquer là
des projets qui se mettent en place dans un certain nombre d'établissements, dans un certain nombre de territoires, autour de l'accueil des élèves. Nous avons des travaux de recherche, et en particulier des travaux de recherche qui ont été conduits au Québec, qui sont particulièrement éclairants sur l'importance de l'accueil des élèves, sur alors, leur engagement scolaire et leur réussite dans les apprentissages. L'accueil dans la classe, d'abord. Et on voit un certain nombre de projets qui se développent dans des établissements à l'initiative de collectifs. Ce n'est pas le projet d'un enseignant ou ce n'est pas le projet du chef d'établissement, c'est bien le projet d'une communauté professionnelle qui finalement s'empare de cette question-là et tente de mettre en place un certain nombre de dispositifs visant à améliorer l'accueil des élèves dans les classes. Et donc à permettre à chaque élève de se sentir connu, reconnu en tant qu'individu, pas seulement en tant qu'élève, sans outrepasser les domaines de compétences ou les sphères des uns et des autres. C'est aussi des projets qui émergent et qui concernent l'accueil en dehors de la classe, dans des lieux, je dirais, un peu emblématiques. Le CDI, la salle de permanence ou les espaces communs. Il existe aussi, là encore, un certain nombre de dynamiques de réflexion et d'expérimentation dont vous pourrez prendre connaissance parce que je vous mettrai les liens vers les projets des établissements et des territoires qui se fixent pour objectif d'améliorer l'accueil des élèves et donc de contribuer ainsi à la qualité des relations interindividuelles. Il y a également des dispositifs de type médiation par les pairs qui sont développés et qui permettent aussi de faire en sorte que les relations entre pairs soient au service de l'amélioration du climat et soient au service de la résolution des petits conflits. Autre expérimentation, médiation par les pairs. Alors, ce n'est pas de l'improvisation, c'est accompagné, c'est formé, ça suppose la mobilisation des adultes, mais ce sont des stratégies qui aussi contribuent à l'amélioration de ce domaine particulier. Troisième axe, assurer la sécurité. Alors, là encore, la sécurité dans toutes ses dimensions. La sécurité physique, oui. Une école où on se sent bien, c'est une école où on n'a pas peur de se rendre le matin parce qu'on craint de se faire agresser, de se faire malmener, de se faire harceler. Microviolence, harcèlement, intimidation entre pairs sont un certain nombre de circonstances qui peuvent effectivement contrarier l'engagement scolaire et dans tous les cas amoindrir, restreindre la disponibilité pour les apprentissages. Des facteurs qui peuvent aussi éloigner finalement l'élève du lieu scolaire et donc par l'absentéisme qui est généré, eh bien finalement ensuite enclencher un phénomène progressif, un processus de décrochage. Donc sécurité physique bien évidemment, première dimension à assurer, mais aussi sécurité cognitive. Il s'agit effectivement de garantir que dans l'école, eh bien, on assure le fait que les élèves puissent se sentir en situation sécure lorsqu'ils sont confrontés aux situations d'apprentissage. Qu'ils ne sont pas finalement exposés à des situations qu'ils ne sont pas en capacité de résoudre. Vous savez, ça renvoie au concept de différenciation, d'adaptation, d'accompagnement pédagogique. C'est essentiel, bien évidemment. Je vous renvoie là aux travaux d'Yves Retter sur le vécu disciplinaire. Peut-être qu'un certain nombre de vous connaissent ces travaux-là, qui renvoient aussi sur le fait qu'un certain nombre de disciplines sont plus ou moins vecteurs de décrochage ou de raccrochage ou de persévérance. Et qu'elles peuvent effectivement être finalement provoquer davantage d'insécurité cognitive ou au contraire davantage de sécurité cognitive. Alors ce n'est pas pour poser un constat. Savoir ces éléments-là, c'est être en capacité d'aménager pédagogiquement les situations pour effectivement permettre d'améliorer cette sécurisation cognitive. Troisième axe, c'est la sécurité émotionnelle. J'y reviendrai dans un instant. L'école est un lieu où toutes les émotions quasiment sont rencontrées. C'est un lieu qui a assez longtemps
refusé d'appréhender les émotions, de positionner les émotions en son sein. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y a une interaction étroite entre émotion et apprentissage et qu'il faut effectivement aborder ça. Beaucoup de projets qui sont en train de voir le jour dans les établissements, sur les territoires, dans les bassins, autour du bien-être des élèves. Améliorer le bien-être dans la tête, le bien-être dans le corps, le bien-être cognitif. Là aussi, il y a un certain nombre de possibilités d'action et il faut effectivement s'en saisir parce qu'il ne s'agit pas on va dire de quelque chose de superflu. Le bien-être, il est au cœur même des conditions d'apprentissage et des conditions de réussite. Finalement, faire en sorte que l'élève se sente bien, c'est lui donner toutes les chances, c'est réunir les conditions pour qu'il puisse tirer le plus grand profit de tout ce qui va lui être apporté sur le plan des apprentissages. Donc ce n'est pas au détriment d'eux, c'est bien au contraire au service d'eux. Veiller à la justice scolaire, je ne développerai pas ce point longuement, mais sachez que nous sommes quand même dans un pays où nos élèves, et en particulier les élèves les plus vulnérables, les élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage ou qui sont issus de familles les plus éloignées de l'école, sont des élèves qui ont un sentiment d'injustice scolaire le plus élevé. Ce sentiment de justice ou d'injustice, il se fonde à la fois sur l'attitude des adultes, sur la nature des régulations, des feedbacks, sur la clarté et l'explicitation des règles et sur les dimensions évaluatives. Et nous avons un système qui, dans un certain nombre de ces organisations ou de ces pratiques, peut effectivement induire, malgré lui, mais hélas aussi parfois pas tout à fait malgré lui, un sentiment d'injustice. Je vous renvoie là, je ne vais pas développer, mais à tout ce qui est du registre des violences éducatives ordinaires, vous savez, ces petits mots, ces regards, ces soupirs, parce qu'ils sont répétés, qui peuvent avoir un impact terrible sur l'estime de soi, sur le sentiment de compétence, le sentiment d'efficacité et donc sur l'engagement scolaire. Je vous renvoie là aux travaux des neurosciences sociales et affectives. Et puis le dernier élément important, c'est le fait qu'il faut que les élèves, mais aussi les adultes, finalement, se sentent appartenir à un groupe ou à des groupes sociaux au sein de l'établissement. Avoir des relations qui vont être riches et plurielles et qui permettent finalement, parce qu'on se sent faire partie d'un tout, qui vont permettre de partager les valeurs, de partager la même vision, de partager les projets, de se donner des objectifs communs, de se donner finalement les moyens de pouvoir avancer ensemble. C'est aussi accepter un certain nombre de contraintes ou de difficultés. L'école est un lieu où on doit se sentir bien. En tout cas, ça ne peut pas être un lieu de souffrance, quelle que soit la modalité ou le registre de souffrance. Mais pour autant, c'est un lieu de contrainte. C'est un lieu qui est en partie un lieu de restriction de liberté. Et on l'accepte d'autant plus qu'on va être en capacité de se sentir effectivement membre d'une communauté. Et en tant que membre de cette communauté, on va accepter ces règles, ces projets, on va se mobiliser davantage et on va aussi accepter effectivement un certain nombre de contraintes ou de limitations de ses propres libertés. Juste pour information, vous savez que des études menées par l'OCDE ont montré que, en ce qui concerne les enseignants français, ils s'identifient prioritairement d'abord par leur discipline plutôt que par leurs établissements d'exercice. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, dans d'autres pays qui ont la même évolution, on va dire, que nous. C'est assez éclairant. On est d'abord professeur de français ou de PS, avant d'être prof du lycée Essel ou du collège Curie. Alors, ça pourrait paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout. L'enfermement identitaire, alors mes termes sont un peu forts, mais tout de même, là aussi, j'en assume le choix. L'enfermement identitaire par la discipline peut constituer un frein
un frein dans l'appréhension globale de chacune des situations et un frein dans le travail collaboratif, coopératif, pour analyser ces situations et pour y répondre de manière efficace. Autre point que j'évoque, on est toujours dans le champ de la prévention et ça concerne toujours l'ensemble des élèves. Il s'agit cette fois-ci de faire de l'école un lieu où les besoins de chacun sont pris en compte et où chacun, finalement, peut se construire son parcours de réussite. Alors, les besoins des élèves. On sait aujourd'hui, je fais référence aux travaux qui concernent la théorie de l'autodétermination. Je fais référence aux travaux qui concernent le sentiment d'efficacité personnelle. On sait aujourd'hui, les études et les travaux de recherche le montrent, pour qu'un élève puisse s'engager totalement, pour qu'il puisse atteindre le sentiment de maîtrise, pour qu'il puisse finalement être dans l'absence d'inquiétude ou de stress par rapport à des situations nouvelles d'apprentissage, eh bien, il faut qu'on soit au niveau de l'école, au niveau de l'environnement scolaire, en capacité d'identifier et de répondre à ces besoins fondamentaux. On a 3 besoins psychologiques fondamentaux qui ont été identifiés par la recherche. Le premier qui est... alors, j'ai dû le mettre, voilà. Le premier qui est le besoin d'autonomie. C'est finalement cette capacité à être à l'origine de ces actions, à être en capacité de faire des choix, de conduire une action qui relève de ce choix jusqu'à son terme et d'assumer la pleine responsabilité du résultat qui est obtenu. Le deuxième besoin psychologique qui doit être satisfait pour finalement concourir à cet engagement total, à cette absence d'inquiétude et à ce sentiment de maîtrise, c'est le sentiment de compétence, c'est-à-dire se sentir capable, se savoir capable de faire face à une situation, à une tâche, parce qu'on dispose des ressources utiles et parce qu'on va être en capacité de développer la stratégie de résolution la plus opérante. Alors non pas parce qu'on a déjà vécu exactement la même chose, mais parce que l'écart entre ce que l'on a déjà vécu et que l'on sait déjà faire et ce que l'on nous propose de faire dans la nouvelle situation est un écart acceptable en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est réalisable. Donc ce sentiment de compétence, il est essentiel. Il est essentiel parce qu'il renvoie effectivement aussi à la motivation, à la possibilité qu'on va avoir de faire des efforts pour réussir. Je vais juste faire là une parenthèse sur une théorie qui est associée, c'est la théorie des capacités. Alors vous la connaissez peut-être, je ne vais pas la développer très longuement. Elle renvoie aux travaux d'Amartya Sen, qui est un économiste indien qui a été prix Nobel d'économie et qui finalement propose un outil analytique. Alors capacité, compétence, on n'est pas tout à fait sur les mêmes choses, mais pour autant ce sont des théories qui sont effectivement étroitement associées, étroitement liées. Finalement, cette théorie, elle fait en sorte que les individus puissent faire les choix les plus libres possibles. Et que finalement, ces choix, ils vont leur donner de la valeur. Et ça a vraiment un lien avec l'engagement que l'on va pouvoir donner, que l'on va pouvoir apporter. 4 axes d'analyse dans cette théorie des capacités. Je vous donnerai un certain nombre de références, en particulier une conférence de Thierry Berthet, qui est un universitaire du CNRS et qui effectivement présente avec un nombre important d'exemples cette théorie et la manière dont on peut s'en emparer pour en faire effectivement, pour, j'allais dire, en colorer ou l'intégrer dans nos analyses et dans nos pratiques. 4 axes d'analyse. Les fonctionnements, c'est-à-dire ce sont les comportements réels des individus. Deuxième axe d'analyse, ce sont les capacités, c'est-à-dire les comportements que l'on fait de manière libre et consentie, un certain nombre de comportements
sont contraints, sont induits, et parfois même des comportements, un même comportement peut être obtenu par la contrainte ou par le choix, hein, et c'est ça qui est important. Troisième axe d'analyse, ce sont les ressources, c'est-à-dire finalement ce que l'individu a à sa disposition pour permettre ses choix libres. Et enfin, il y a un quatrième axe d'analyse qui concerne les facteurs de conversion. Alors ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais vous verrez dans les documents, si ça vous intéresse, dans les documents que je mets à votre disposition, vous aurez beaucoup plus d'éléments de clarification. Ces facteurs de conversion, finalement, c'est ce qui permet de convertir une ressource en liberté de choix, en liberté d'action. Donc il y a vraiment cette capacité à appréhender ce que l'individu peut faire librement et peut faire en toute dans son projet, enfin, quand il peut lui-même être porteur de ce projet d'action. C'est vraiment important pour nos élèves parce que finalement c'est une des garanties de la persévérance. Garantir qu'ils soient effectivement eux-mêmes en capacité de faire des choix et d'assumer pleinement ces choix. Le troisième besoin psychologique qu'il convient de satisfaire, c'est celui de l'appartenance sociale. Je vous l'évoquais juste avant avec le sentiment d'appartenance. Il faut effectivement arriver en tant qu'individu à tisser des liens avec ses pairs, faire se sentir faire partie d'un groupe, se sentir apprécié, se sentir compris, être en capacité de dire ses besoins ou ses difficultés, oser s'exposer au regard des autres, parce qu'on sait qu'on sera finalement face à d'autres qui seront dans une compréhension empathique, qui auront le souci d'apporter une aide, un soutien, un encouragement. On est dans le champ des comportements prosociaux. Je les évoquerai dans un instant quand je parlerai effectivement de ce que nous avons à enseigner pour concourir à ces éléments-là. Donc, satisfaisant ces trois besoins, l'élève va développer un sentiment d'auto-efficacité. Donc, je vous ai évoqué tout à l'heure les travaux des neurosciences sociales et affectives. Ce sentiment d'auto-efficacité, on l'a étudié au niveau du cerveau. On a étudié finalement comment cela se traduit au niveau des différentes zones cérébrales et au niveau d'un certain nombre de productions chimiques, j'ose dire le terme, au niveau des zones cérébrales, c'est finalement permettre à l'élève d'arriver à ce qu'on appelle le flow, qui est en fait ce sentiment, ce ressenti de réussite. Lorsque finalement, face à une situation qui est apparue complexe, grâce aux ressources qu'on a su mobiliser et aux stratégies qu'on a mis en œuvre, grâce aux aides dont on a pu faire l'objet, eh bien, on arrive à aboutir au projet et on arrive effectivement à une maîtrise suffisante. On a donc un sentiment qui permet véritablement d'être là dans un plaisir d'apprendre, qui est le fondement de la motivation autodéterminée ou de la motivation intrinsèque. Finalement, nos élèves en réussite, ce sont des élèves qui arrivent à nourrir leur motivation de leur réussite, de ces processus qu'ils mettent en place et qui les amènent à ce sentiment d'auto-efficacité. Alors, je n'irai pas plus loin sur ce principe cette théorie d'autodétermination. Là encore, vous aurez un certain nombre de liens vous permettant, si vous êtes intéressé, si vous en avez le besoin, de découvrir un peu plus précisément ces travaux. Ça renvoie aux travaux de Bandura, ça renvoie également aux travaux autour de la motivation de Fenouillet, de Lieuret, beaucoup de travaux aux États-Unis, au Québec, en Belgique, en France, autour de ces objets-là et qui nous alimente vraiment dans la réflexion, dans la compréhension des situations et dans la possibilité d'action. Alors, si on veut que l'école soit le lieu de toutes les réussites, il faut effectivement que l'on appréhende la question de l'enseignement, puisque l'école est avant tout le lieu où l'on va enseigner. Alors, enseigner se définit finalement par, on va dire, selon trois dimensions. Enseigner, c'est bien évidemment d'abord s'attacher à des contenus d'enseignement. Alors, je pense que j'ai mis comme ça, oui. S'attacher à des contenus d'enseignement. Et quand je dis s'attacher à des contenus d'enseignement, ils sont définis dans les programmes, ils sont définis dans le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, les textes de référence sont nombreux, ils sont précis, ils sont très souvent accompagnés d'un certain nombre de ressources, les explicitant ou apportant un certain nombre de repères pour les mettre en œuvre dans la classe. Donc on a, j'allais dire là, des points d'appui solides. Pour autant, j'y reviendrai dans un instant, ce n'est pas parce qu'ils sont écrits dans les textes qu'ils sont tous enseignés. Et le premier élément qu'il nous faut rappeler, là aussi comme une évidence, c'est que si on veut que l'école soit le lieu de toutes les réussites, ou de la réussite de tous, il faut finalement que l'ensemble des contenus d'enseignement qui doivent y être enseignés, ils sont effectivement enseignés. Et ils sont enseignés avec la même valeur, c'est-à-dire qu'on sache leur donner de la valeur. Deuxième élément, pour définir l'acte d'enseignement, certes, il faut des contenus d'enseignement à transmettre, mais il y a aussi des démarches pédagogiques particulières qu'il faut effectivement privilégier. On sait aujourd'hui les travaux de recherche, les experts, les expériences dans les classes des professionnels nous permettent aujourd'hui de disposer d'un certain nombre de repères sur les dimensions pédagogiques les plus favorables à la réussite scolaire des élèves. Et puis le troisième axe, c'est une relation pédagogique et éducative de qualité. C'est en tout cas une attention particulière sur la qualité de cette relation pédagogique et éducative. Ne pas penser qu'enseigner, c'est simplement des contenus d'enseignement. C'est vraiment ces trois dimensions. Alors, je vais les reprendre maintenant les uns après les autres. Alors, des contenus d'enseignement à investir effectivement et à enseigner. Alors, on va dire qu'ils peuvent être de deux ordres. Le premier, ce sont les contenus disciplinaires. Et parmi les contenus disciplinaires, je ferai un premier point, j'évoquerai dans un premier temps les savoirs fondamentaux. Oui, si on parle de décrochage, si on parle de persévérance scolaire, la première des réponses préventives en direction de tous les élèves, c'est d'abord d'assurer qu'ils aient tous une maîtrise de ces savoirs fondamentaux. Bien évidemment. Et nous avons pour cela un arsenal, j'allais dire, à la fois de contenu dans les textes, mais aussi de dispositifs, de dynamiques qui sont initiées depuis déjà de nombreuses années et qui continuent à l'être avec des orientations qui sont parfois réaffirmées, qui sont parfois légèrement infléchies, mais qui permettent effectivement, dès l'école primaire et tout au long du cursus jusqu'à la fin du cursus dans le second degré, eh bien de garantir la maîtrise de ces savoirs fondamentaux. Alors, bien évidemment, vous avez tout ce qui concerne les dispositifs sur le premier degré, je ne vais pas y revenir plus longuement, mais vous avez tous les dispositifs d'accompagnement, d'accompagnement du travail personnel, d'accompagnement personnalisé. Vous avez des outils tels que les évaluations, qui sont des outils au service de l'amélioration de cette maîtrise des savoirs fondamentaux. Vous avez, je vous renvoie juste sur, alors je n'ouvre pas de parenthèse, ou je n'ouvre pas, j'allais dire, un sujet de discussion qui n'est pas celui de cette journée, mais les réformes qui concernent le lycée, la transformation de la voie professionnelle, intègrent cette dimension de maîtrise indispensable des savoirs fondamentaux. Et comment on va, par un certain nombre d'outils et par un certain nombre de dispositifs, garantir effectivement qu'en début de lycée, il puisse y avoir une remise à niveau sur ces savoirs fondamentaux. Dans l'Académie de Toulouse, vous avez un projet particulier qui est mis en place à titre expérimental dans un certain nombre d'établissements. Alors c'est le projet Maîtrise des langages, donc qui est très intéressant. Alors je pense que vous le connaissez bien mieux que moi. Je l'ai en partie découvert. Il est en cours, il est déjà en place depuis 1 an et il est en cours encore cette année. Ce sont aussi ces projets-là qui permettent finalement, au-delà des dispositifs qui existent, que les textes réglementaires ou que l'institution a imaginé, a prévu, ce sont des initiatives
complémentaires, supplémentaires, qui localement permettent, en s'appuyant sur la recherche, je pense en particulier à ce projet où vous avez le soutien de Dominique Bucheton, donc professeur des universités honoraires, qui travaille effectivement aux côtés des équipes pour appréhender la question des gestes professionnels et de la manière dont on peut, dans le cadre de ce projet, effectivement, garantir la montée en compétences et en connaissances des élèves sur ces savoirs fondamentaux et en particulier là sur les langages. Au-delà de ces savoirs fondamentaux, il y a des savoirs transversaux. Là aussi, c'est essentiel de les rappeler. Tout est écrit dans les textes. Vous savez, parfois, on peut entendre ici ou là des collègues qui évoquent le fait que oui, mais finalement ça, c'est pas vraiment écrit dans le texte, donc est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux m'autoriser à fonctionner de cette manière-là, etc. Dans le domaine des savoirs transversaux, des savoirs non académiques ou non disciplinaires, tout est écrit. Alors, tout est écrit dans les programmes, et en particulier dans une partie très importante des programmes que peut-être on ne lit pas suffisamment avec détail, pour laquelle on passe peut-être un peu vite. Vous savez, c'est la partie préambule, où on retrouve effectivement souvent un certain nombre d'éléments très intéressants. Et puis vous avez surtout le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui précise très clairement ce que chaque élève a à maîtriser dans le domaine de ses savoirs transversaux, avec deux domaines en particulier, et deux domaines qui vont servir l'ensemble des éléments que j'ai pu évoquer précédemment, qui vont contribuer et concourir effectivement à la qualité de l'engagement scolaire et donc à la prévention du décrochage. Le premier domaine, c'est le domaine des méthodes et outils pour apprendre. C'est le domaine 2 du socle. Alors, je ne vais pas vous en faire une lecture. Là encore, j'allais dire, les textes existent et vous pouvez les faire sans moi. Mais ce domaine-là, il est vraiment important. Parce qu'on va retrouver effectivement là tous les éléments qui permettent finalement aux élèves, aux apprenants, de développer un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qu'ils vont utiliser, rappelez-vous, ces ressources que j'évoquais il y a un instant, au service de la compétence, au service de la résolution de situations complexes. Donc, des éléments importants dans ce domaine-là. De la même manière, il y a des éléments qui sont précisés dans le domaine 3, formation de la personne et du citoyen. On a effectivement là aussi des éléments très importants, en particulier autour des compétences psychosociales. Alors, je ne vais pas non plus vous faire un exposé trop long sur les compétences psychosociales, parce que j'ai déjà été très bavarde et que je veux vraiment tenir le temps et surtout nous donner la possibilité d'échanger. On est effectivement sur des choses fondamentales. Alors, les compétences psychosociales, définies en 1993 par l'OMS, c'est un ensemble de compétences qui servent finalement la capacité d'un individu à faire face à une situation en sachant mobiliser là aussi les bonnes ressources au bon moment et à développer les stratégies qui lui permettent finalement de se maintenir dans un comportement, alors à la fois d'adopter un comportement approprié et positif, mais de se maintenir dans un état de bien-être et en particulier dans un état aussi de bien-être physique, émotionnel et cognitif. Et vous voyez qu'encore ces trois dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure, je les reprends à cet instant précis parce qu'elles sont encore une fois interdépendantes et qu'elles ne peuvent pas être éloignées des objets que nous appréhendons. Donc une compétence globale qui se décline en plusieurs compétences ou capacités interdépendantes, telles que savoir résoudre des problèmes, communiquer efficacement, avoir conscience de soi et des autres, savoir réguler ses émotions. Des compétences sociales, des habiletés sociales qui sont véritablement fondamentales et que nous devons travailler de manière explicite à l'école, de manière précoce, dès l'école primaire et de manière continue sur l'ensemble du cursus. Alors on ne fait pas des leçons de compétences psychosociales. On ne fait pas, prenons par exemple l'exemple de l'empathie, qui est une des compétences qui contribuent à la compétence psychosociale. On ne fait pas des leçons d'empathie. Mais pour autant, on ne peut pas penser que ces compétences psychosociales sont innées, qu'on naît avec ces compétences
et que finalement, il s'agit simplement éventuellement de les révéler. Alors des études, là aussi, des études scientifiques, ont prouvé, en particulier, vous avez des laboratoires, je vous mettrai également les références, laboratoires en Allemagne et laboratoires à Saint-Étienne, qui travaillent sur ces objets-là, et qui ont montré qu'effectivement, elles sont pour une part innées. Des expériences sur le très jeune enfant montrent que ces compétences psychosociales sont en partie acquises par le très jeune enfant, donc de manière innée. Mais pour autant, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont, on va dire, c'est un niveau minimal qui est acquis. Mais que lorsque la situation à laquelle l'individu est confronté est beaucoup plus complexe, ce minimum n'est pas suffisant. Et qu'il faut effectivement, obligatoirement, penser à une éducation, un apprentissage, un développement de ces compétences psychosociales, alors qui va être partagé, qui va se faire en partie dans la sphère privée. La famille a une part importante à jouer dans ces apprentissages, mais l'école a également une part importante à jouer. Et vous avez là aussi un certain nombre d'expériences qui sont déjà mises en place, un certain nombre de ressources qui sont en fait le témoignage d'équipes qui ont déjà essayé un certain nombre de choses, appuyées et renforcées par un certain nombre d'apports universitaires, d'apports de la recherche. Alors, sur le développement des compétences psychosociales, vous avez, alors je sais là aussi que vous avez dans l'académie une expérimentation qui est mise en place autour, alors je crois que c'est dans 2 collèges de l'académie, je vais reprendre le document pour ne pas dire de bêtises, donc c'est le projet Strong, donc un projet qui vise à soutenir ces compétences psychosociales chez les adolescents, donc un certain nombre de ressources. En fait, l'idée qui est sous-jacente quand on veut parler du développement de ces compétences psychosociales, c'est qu'on est sur une action qui s'inscrit dans la durée. Ce sont des programmes d'éducation, donc qui vont supposer différentes étapes, qui vont supposer une progression. Ce sont des situations qui vont être, qui renvoient à des situations vécues. On n'est pas sur de l'apport théorique. On est sur des mises en situation, des situations d'émotions partagées, en quelque sorte, avec beaucoup de recours au corps, à l'expression corporelle, à la théâtralisation. Là encore, sur cette expérimentation que vous avez au niveau de l'académie, vous avez le soutien d'universitaires, et c'est Christophe Moreau de l'université de Nantes, qui est effectivement à vos côtés et qui permet aussi de soutenir les équipes dans la réflexion. D'une manière générale, je pense que dans ces domaines-là, dans tous les domaines, il n'y a pas de réponse toute faite. Je vais effectivement vous donner un certain nombre de liens vers des expériences, des expérimentations. Elles n'ont de valeur dans ce qu'elles produisent que là où elles sont mises en place. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les analyser, de pouvoir en quelque sorte, excusez-moi, je mets des guillemets, les décortiquer pour en comprendre finalement les clés de la réussite, les clés de la mise en œuvre, et de voir comment, localement, par rapport à vos réalités respectives, vous pouvez vous inspirer, vous nourrir d'un certain nombre d'éléments de l'analyse que vous aurez conduite. En aucun cas, pensez que les exemples, les illustrations que je vais porter à votre connaissance peuvent être appliqués en l'état. Alors, les solutions toutes faites, les programmes miracles n'existent pas. S'ils existaient, et si ceux qui les auraient inventés seraient riches et célèbres, et nous n'aurions plus finalement de questions à nous poser. Donc, effectivement, bien penser que toutes ces expériences, toutes ces illustrations ne peuvent être que des éléments au service d'une réflexion locale, tenant compte des réalités spécifiques du lieu où vous exercez et de la manière, des ressources dont vous disposez et de la manière dont vous allez pouvoir en décliner une traduction, en quelque sorte, une application sur votre territoire. Juste un exemple, toujours dans le cadre des développements des compétences psychosociales, vous avez un programme qui est très intéressant autour de l'éducation à l'empathie. Alors là aussi, c'est parti de travaux de recherche, et c'est parti de travaux de recherche auprès de jeunes délinquants
qui ont la particularité d'avoir un déficit empathique. Et les travaux de recherche qui ont été conduits ont permis d'élaborer un programme d'éducation à l'empathie. Là, je vous renvoie aux travaux d'Omar Zana de l'Université du Mans, qui a mis en place un programme qui est tout à fait pertinent pour le proposer effectivement dans des structures ordinaires et face à des élèves tout à fait en situation ordinaire, et qui permet effectivement là aussi de développer cette capacité empathique dans ces deux dimensions principales, l'empathie émotionnelle, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, sécurité émotionnelle, l'empathie émotionnelle, mais aussi l'empathie cognitive, cette capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre les difficultés qu'il peut rencontrer et donc pour pouvoir lui apporter les éléments de réponse, le soutien, l'encouragement, les aides dont il a besoin. Juste petit aparté. Alors, deuxième axe, les démarches pédagogiques. Effectivement, on a aujourd'hui un certain nombre de certitudes, je vais le dire comme ça, non pas de certitudes, de convictions, excusez-moi, de convictions sur un certain nombre de dimensions pédagogiques que l'on peut promouvoir et qui contribuent effectivement à la réussite scolaire, à l'engagement scolaire, à la persévérance scolaire. Première caractéristique, premier principe, c'est garantir finalement que les démarches pédagogiques que l'on va développer sont des démarches qui accordent une place à l'élève, une place à la parole de l'élève, qui favorisent leur engagement. Alors là encore, je ne vais pas développer, vous aurez davantage d'éléments dans les documents que je vais mettre à votre disposition. Ça renvoie à pédagogie active, ça renvoie à la responsabilisation, au sentiment d'utilité, au choix, rappelez-vous tout à l'heure, compétences, autonomie, capacité, cette capacité de faire des choix et de les assumer. On est finalement sur des situations qui vont être des vraies situations où les élèves vont avoir à s'impliquer, à s'engager, à faire des choix et à conduire effectivement une action dans la durée qui doit aboutir. Ça renvoie aussi aux pédagogies de projet, par exemple. Alors vous avez également, là je vais aller assez vite, mais vous avez également un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre, qui sont expérimentés dans les établissements autour des conseils coopératifs ou des conseils d'élèves, qui sont des situations, des démarches qui concourent effectivement à laisser une place aux élèves dans l'organisation, dans la gestion, dans un certain nombre de choix qui vont concerner l'ensemble de la classe. Donc, conseil coopératif, conseil d'élèves, vous avez des travaux qui sont là aussi en appui, ce sont les travaux de Sylvain Connac en particulier. Et puis, vous avez un certain nombre de dispositifs. Je vous renvoie, et vous les trouverez dans les documents que je vais vous transmettre, sur les ressources qui accompagnent l'enseignement moral et civique, où vous avez effectivement des fiches ressources qui concernent ces conseils d'élèves et ces conseils coopératifs. De la même manière, vous avez toutes les situations de ce que je qualifierais d'oral réflexif. Si l'on veut accorder une place aux élèves et une place à la parole des élèves, il faut qu'on crée finalement des temps au cœur de la classe où les élèves vont avoir à s'exprimer et vont avoir à débattre. Donc on est sur effectivement les situations de débat argumenté, sur les situations de discussion ou ateliers à visée philosophique qui permettent effectivement d'accorder à l'élève une vraie valeur dans la vie collective, dans ce qui est partagé, dans ce qui est échangé, dans ce qui est construit collectivement. Deuxième principe concernant les démarches pédagogiques, il s'agit d'avoir des démarches pédagogiques qui donnent du sens aux apprentissages. Il n'y a rien de pire pour conduire au désengagement scolaire que d'avoir l'impression de faire ce que l'on est obligé de faire, mais finalement de n'y trouver aucun intérêt. Ce qui va effectivement nourrir la motivation et l'engagement scolaire de manière durable, c'est effectivement la capacité que l'on va trouver le sens que l'on va trouver effectivement dans ce qu'on va nous proposer. Ça renvoie à un enseignement explicite, ou en tout cas, si la formule est peut-être parfois contrariée,
nous heurter à l'explicitation de l'enseignement. On n'apprend pas sans le savoir et on n'apprend pas malgré soi. Donc il y a un minimum, on va dire, de principe pédagogique, un principe pédagogique élémentaire qui est celui de savoir pourquoi ce que l'on est en train de faire va nous permettre d'aller un peu plus loin, ce que ça nous permet d'apprendre, en quoi ça va nous transformer. Donc, pédagogie de projet, explicitation, réactivation des apprentissages. On est là aussi sur tout ce qui renvoie aux démarches spiralaires qui permettent de faire le lien entre les apprentissages antérieurs et les nouveaux apprentissages. Vous voyez, ce sont des principes vraiment de base. Mais pour autant, sommes-nous en capacité d'assurer qu'ils sont toujours au rendez-vous dans les quotidiens des classes? Donc, là se pose la question de l'évaluation. C'est une vraie question en France, l'évaluation des acquis des élèves. C'est une vraie question parce qu'on sait qu'il suffit de donner la parole aux élèves pour les recueillir leur ressenti face à l'évaluation. Pour un certain nombre, ils disent parfois avoir l'impression de jouer leur vie sur une évaluation. Une angoisse très forte. Nous avons un système qui, aujourd'hui, induit encore une pression réelle, forte, dans nos pratiques évaluatives. Et elle est d'autant plus difficilement vécue par les élèves en situation de vulnérabilité, par les élèves en fragilité, par les élèves déjà en situation d'insécurité cognitive ou émotionnelle. Donc finalement, c'est presque une double peine. Pour celles et ceux qui sont déjà en fragilité, eh bien, nos pratiques évaluatives ont tendance à induire encore davantage la situation de souffrance, je parlerai véritablement de souffrance, et donc la possibilité, le risque de décrochage. On doit avoir une évaluation qui aujourd'hui doit être moins sommative. Elle doit plus être au fil et au service des apprentissages. Elle doit être donc plus diagnostique, servir à faire un point d'étape sur ce que l'on sait déjà, sur ce que l'on ne sait pas, et se mettre en projet pour continuer les apprentissages. Elle doit être plus respectueuse. Elle doit être plus lisible et plus concertée. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple de mes propres enfants, mais vous avez tous connu dans vos fonctions, mais aussi dans vos vies personnelles, très certainement des situations où il y a des écarts considérables entre les pratiques évaluatives qu'un même élève va vivre dans les différentes disciplines ou avec les différents professeurs qu'il a sur sa semaine. Et il est en permanence dans l'obligation de se réadapter, de s'adapter à chacune des pratiques, à chacune des exigences. Voilà. Et donc, j'allais dire, au stress ordinaire s'ajoute ce stress supplémentaire d'une perpétuelle réadaptation à ces exigences. Je renvoie je vous mettrai le lien vers une conférence de Roger-François Gauthier, qui était IGA-ENR, qui est à la retraite depuis quelques mois maintenant, et qui évoquait effectivement le fait, par exemple, d'avoir, et ça se fait dans certains établissements, de définir un protocole commun concernant l'évaluation. C'est-à-dire finalement partager entre les différents professionnels de l'établissement un certain nombre de repères communs et éviter finalement ces écarts qui sont un facteur supplémentaire de difficulté, de vulnérabilité et donc de risque de décrochage. Je vous mettrai également des exemples d'un certain nombre d'établissements qui ont des projets autour de évaluer sans dévaluer. Donc une évaluation positive, une évaluation bienveillante, une évaluation respectueuse qui est au service effectivement du progrès et de la réussite de tous. Alors, troisième axe de cette relation pédagogique et éducative, et je vais accélérer un peu, c'est les interactions entre pairs, favoriser la coopération, le soutien, ces comportements prosociaux, effectivement, qui sont essentiels, c'est travailler ensemble, apprendre ensemble. Et puis donc, la relation pédagogique et éducative, ça renvoie à la confiance des élèves dans les adultes, la confiance des adultes dans les élèves, la confiance des élèves entre eux, ça renvoie à l'estime de soi. Ça suppose que toute situation de vulnérabilité,
qu'elles soient momentanées ou qu'elles soient durables, soient identifiées, prises en compte et trouvent une réponse adaptée par les adultes et par les élèves. Ça passe par l'écoute, ça passe par l'attention, par la compréhension, par le soutien, par l'encouragement. Et puis ça renvoie bien évidemment aux besoins fondamentaux des élèves. Je ne vais pas y revenir, je les ai évoqués tout à l'heure. Évoquer la relation éducative et pédagogique, c'est aussi parler des émotions. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de développement en compétences psychosociales. Le développement des compétences émotionnelles est une des dimensions du développement des compétences psychosociales. Savoir gérer ses émotions et réguler les comportements induits par ces émotions. Je l'ai dit tout à l'heure très rapidement en introduction, l'école française a très longtemps fermé la porte aux émotions. Aujourd'hui, on assume pleinement que c'est un lieu où quasiment toutes les émotions vont s'exprimer, tant chez les élèves que chez les adultes. Et il faut effectivement, aujourd'hui, très clairement, se saisir de cet objet-là. Il y a un enjeu majeur de formation, j'y reviendrai en conclusion. Vous avez eu l'an dernier, sur Toulouse, un colloque très intéressant, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous y ont participé, sur émotion et apprentissage. Les interactions, alors je vous mettrai aussi les actes puisqu'ils ont été publiés, ils sont très très intéressants. Il y a des interactions évidentes qu'on ne peut pas nier et sur lesquelles il faut effectivement travailler. Alors comment on travaille sur les émotions? On sécurise, installer un cadre sécurisant, on apprend à mettre des mots sur les émotions, on apprend à parler de ce que les émotions produisent. Et vous voyez qu'un certain nombre de choses que j'ai pu évoquer auparavant sur les ateliers à visée philosophique, sur les débats argumentés, sur les mises en situation autour d'un certain nombre de programmes pour le développement psychosocial, sont des situations particulièrement propices pour travailler sur les émotions et la manière dont on peut faire face à ces émotions. Il ne s'agit pas de les faire disparaître, mais de faire en sorte qu'elles ne viennent pas entraver la qualité des apprentissages. Alors, je ne suis pas favorable, moi, à ce qu'on qualifie certaines émotions de positives et d'autres de négatives. Certaines peuvent être agréables ou désagréables. Ce qui est important, c'est de voir comment, là aussi, on peut les identifier et presque, j'y mets également des guillemets, les utiliser au service d'une dynamique d'apprentissage et d'une persévérance scolaire. D'autres éléments, c'est la communication. Si on parle de relations éducatives et pédagogiques, on parle obligatoirement de la communication, et en particulier de la communication entre adultes et élèves. J'évoquais tout à l'heure rapidement les violences éducatives ordinaires. Je ne vais pas y revenir plus longuement. Je vous mettrai aussi un certain nombre d'éléments là-dessus. On a des travaux de recherche qui prouvent l'impact alors à la fois chez le plus jeune enfant, sur le développement des différentes zones cérébrales liées à ces violences éducatives ordinaires, et puis surtout l'impact en termes de désengagement scolaire, de ces petits mots, de ces petites phrases, de ces soupirs, de ces regards. Vous savez, ces choses qui peuvent paraître extrêmement anodines, d'accord, mais qui sont parfois extrêmement blessantes, et c'est leur récurrence qui va avoir un effet, un impact terrible, délétère sur le sentiment de compétence, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Or, on sait que ce sont des éléments déterminants pour s'engager et pour faire des efforts dans l'apprentissage. Donc, communication, ça renvoie à la communication non violente, très clairement. Communication verbale, communication non verbale, communication paraverbale, donc les trois dimensions de la communication. Là encore, vous avez un certain nombre d'établissements qui se sont engagés dans des programmes, à la fois des programmes de formation des personnels et des élèves sur la communication non violente, et un certain nombre de dispositifs qui permettent effectivement de promouvoir cette communication non violente dans les établissements. Alors le dernier point, je vais aller très très vite, c'est le point qui concerne davantage les interventions, mais sur lequel j'avais prévu d'être extrêmement brève. Alors tous se mobiliser pour repérer et pour intervenir. Alors d'abord, il y a des ressources dans l'établissement. Les premières ressources, c'est l'ensemble des professionnels de l'établissement. Tout professionnel de l'établissement, quelle que soit sa valence, quelle que soit sa spécificité, quel que soit son métier, est une ressource au service de cette prévention. Deuxième ressource, dans l'établissement, ce sont les élèves eux-mêmes,
qui, dans l'observation et dans les interactions qu'ils vont avoir avec leurs pairs, vont être en capacité aussi de repérer, de soutenir, d'encourager, d'alerter éventuellement. Des ressources au-delà de l'établissement, bien évidemment. Les parents, les partenaires, qu'ils soient professionnels, institutionnels, les partenaires associatifs. Un ensemble finalement de personnes qui sont en capacité d'agir. Et d'agir d'abord pour repérer. Il faut effectivement d'abord que l'ensemble de ces acteurs ait une connaissance, j'allais dire suffisante. Non, ce n'est pas suffisante. C'est optimal. Des signaux faibles du décrochage. Finalement, être en capacité de savoir quelles sont ces manifestations premières qui doivent nous alerter. Alors, je ne vais pas y revenir très en détail, mais bien évidemment, vous avez tout ce qui relève de la modification du comportement, la dégradation des résultats scolaires, tout ce qui est souffrance, mal-être psychologique, physique, émotionnel, des situations d'angoisse, de phobie scolaire, de somatisation, troubles du sommeil, de l'alimentation, la diminution de l'engagement scolaire, participation orale, participation aux travaux de groupe, et puis l'absentéisme, bien évidemment, d'abord perlé, puis de plus en plus répété, et enfin de plus en plus long. Donc ces signaux faibles, ils doivent être connus par tous, parce que les connaître, c'est déjà être en capacité de les identifier. Et puis il faut aussi connaître finalement certains profils à risque. Alors attention, n'entendez pas dans mon propos qu'il faille passer des étiquettes de manière prématurée, de manière indélébile, sur les élèves. Mais on sait pourtant qu'un certain nombre de caractéristiques peuvent amener certains élèves dans une situation de vulnérabilité. Alors, quels sont-ils? D'abord, il y a des élèves qui sont en difficulté précoce, des élèves qui sortent de l'école primaire avec déjà une maîtrise insuffisante des savoirs fondamentaux. Il y a là, sur ces élèves-là, j'allais dire non seulement urgence à agir, revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les savoirs fondamentaux et la maîtrise que chacun doit en avoir, mais il y a aussi une attention, une vigilance à avoir, parce que ce sont ces profils-là qui peuvent être à un moment donné plus vulnérables que les autres. Ce sont les élèves dont le parcours de vie, les histoires personnelles ont été perturbées. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de l'accueil, je vous parlais de connaître et de reconnaître chaque élève comme d'abord un individu et un enfant. Il ne s'agit pas d'outrepasser nos domaines de compétences, mais il s'agit quand même de prendre en considération ce qui touche l'élève, le jeune, dans sa vie personnelle. Et prendre en considération que certains événements qui le touchent sont des événements qui peuvent avoir un impact fort sur son engagement scolaire, sur sa persévérance scolaire. Ce sont bien évidemment aussi les élèves qui ne perçoivent pas de sens dans leur orientation ou dans la classe dans laquelle ils se trouvent. Ce sont des classes de niveau avec un niveau très faible, ce sont des orientations prématurées, voilà. Je ne vais pas plus loin sur ces objets-là. En tout cas, connaître ces profils-là. C'est accorder une attention pour tous, pour repérer ces signaux faibles et ces profils à risque. Tous sont mobilisés, tous les professionnels, les parents, les élèves, les partenaires, tous. Ça se passe dans tous les lieux, dans la classe bien évidemment, mais aussi dans les espaces communs de l'établissement, mais aussi à l'extérieur des établissements, mais aussi dans le quartier. Et c'est pour ça que nos partenaires associatifs peuvent avoir un rôle important. Ça se passe dans la famille. Tout le monde finalement a à s'emparer de ces objets-là et à en faire dans tous les lieux et dans tous les temps un objet d'attention et d'observation. C'est mobiliser largement, effectivement, l'ensemble pour comprendre chacune des situations. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'est comme pour le climat scolaire, c'est extrêmement complexe et ça suppose une approche systémique. Eh bien, cette complexité, il ne faut pas penser qu'une situation, alors vous le savez, là, je vais dire, je vous dis quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, mais que toute situation de décrochage se ressemble, que tout décrocheur a le même profil. Non. Chaque situation est particulière et chaque situation est complexe. Et donc, elle justifie effectivement qu'on se donne le temps et les moyens collectivement de la comprendre, de l'analyser. Et bien évidemment, vous avez au sein de l'établissement le groupe prévention du décrochage scolaire. Vous avez, pour certains établissements, le référent décrochage scolaire, qui sont effectivement des points d'appui essentiels. Et puis, bien évidemment, il s'agit aussi d'intervenir
donc d'intervenir en mobilisant là aussi largement pour élaborer ensemble les propositions d'aide et d'accompagnement. Alors non pas effectivement, même si c'était fondé sur une bonne intention, comme le jeune le disait tout à l'heure, ou la jeune fille le disait tout à l'heure, pour avoir finalement quelque chose qui vous est proposé qui ressemble à un contrôle extrême, une privation totale de liberté et d'autonomie. Non, il s'agit bien d'élaborer avec le jeune et avec sa famille le programme d'aide et d'accompagnement qui va permettre de réduire le risque de décrochage, de favoriser la persévérance scolaire. Il s'agit bien évidemment de mettre en œuvre ce programme, de le suivre, d'en suivre les effets et de le réguler, et puis bien évidemment de l'évaluer de manière durable parce que tout plan d'action s'évalue. En conclusion, notre objectif, il est unique. C'est de convertir la peur d'apprendre en plaisir d'apprendre. Oui, pour tous nos élèves, il doit y avoir réellement un plaisir d'apprendre. Et pour cela, nous avons 2 attitudes fondamentales à rappeler. La première, c'est que nous devons avoir en permanence un regard positif, que je qualifierais d'inconditionnel, sur chaque élève. Chaque élève doit finalement faire l'objet de notre part d'une attention positive. C'est facile à dire, c'est parfois plus difficile à vivre. Et pourtant, en tant que professionnel, c'est ce premier principe qui doit effectivement guider notre action. Le deuxième, c'est la compréhension empathique. Être toujours en capacité de se mettre à la place de l'élève pour comprendre ce qu'il est en train de ressentir, de vivre, les difficultés auxquelles il est confronté, pour pouvoir effectivement l'accompagner au mieux et lui apporter les meilleures des réponses. Quelques principes d'action. C'est d'abord, je vous l'ai dit, comprendre la complexité de chaque situation. C'est agir auprès de tous les élèves. Prévenir pour que ce soit un lieu serein, un lieu où chacun a sa place, où se sent bien, où chacun peut réussir. Ça, c'est tous les élèves. Et puis, bien évidemment, identifier les signaux faibles pour intervenir auprès de ceux qui peuvent être plus exposés que les autres à un risque de décrochage. C'est agir tôt. Dès l'école primaire, on prévient le décrochage. C'est agir de manière continue. C'est agir ensemble, d'abord en se donnant des temps et des occasions pour se concerter, pour échanger, pour dialoguer, mais aussi pour construire ensemble ces programmes et pour les mettre en œuvre ensemble, collaboration et coopération. C'est agir selon une approche systémique, je vous le disais tout à l'heure. Des enjeux pour la formation des enseignants, et j'en terminerai par ça. D'abord des contenus de formation qu'il nous faut aujourd'hui assumer, qui ne sont peut-être pas encore suffisamment au rendez-vous en formation initiale, qui commencent à apparaître en formation continue. C'est d'abord la prise en compte des émotions dans les processus didactiques, mieux comprendre l'articulation entre émotion et apprentissage. C'est le développement des compétences psychosociales. De quoi s'agit-il? Comment s'y prend-on? C'est la communication non violente. Ce sont finalement tous les apports des neurosciences affectives et sociales qui éclairent fortement à la fois l'action d'enseignement, mais aussi l'action éducative dans l'établissement. Et cela a aussi des enjeux sur les modalités de formation. Je crois qu'il faut de plus en plus promouvoir ce qui relève de l'auto-diagnostic ou l'auto-évaluation ou l'auto-positionnement. Amener chacun, individuellement, mais aussi chaque collectif, à porter un regard sur son organisation, son fonctionnement, ses pratiques. C'est finalement leur permettre de faire ce pas de côté. Vous savez, finalement, on a souvent le nez dans le guidon. C'est se permettre de se regarder fonctionner pour pouvoir effectivement ajuster son action et l'améliorer. C'est aussi se donner la possibilité de se regarder les uns les autres. Vous savez, c'est le développement, là aussi un certain nombre d'établissements le proposent, et même parfois entre premier et second degré ou entre collège et lycée, les observations croisées, permettre à des professionnels de croiser leur regard sur leur fonctionnement et leur pratique. Alors ça suppose beaucoup de confiance, ça se pose du temps, ça ne s'improvise pas et ça ne s'impose pas. Il faut être prêt pour ça. Mais c'est un élément important parce que ça permet aussi de se questionner soi-même et ensuite de construire ensemble. C'est aussi tout ce qui concerne la co-intervention. Et vous avez aussi, dans les orientations les plus récentes, un certain nombre de dispositifs qui
qui vise le développement de ces co-interventions. C'est l'analyse de pratiques professionnelles. C'est une modalité de formation qui est assez peu retenue encore dans notre institution et qui est pourtant vraiment un levier très intéressant d'évolution professionnelle et de conduite du changement. Ça mobilise le dire et l'écrire sur l'agir professionnel. Finalement, ça nous donne l'occasion de mettre des mots sur ce que l'on fait et de croiser ces mots entre professionnels. Et puis enfin, et ça sera vraiment mon dernier mot, c'est parce que les organisations vont être en capacité de se mettre dans une dynamique d'apprenance collective. Alors vous allez me dire, c'est un peu le phénomène de mode, l'organisation apprenante, les territoires apprenants, les établissements apprenants. C'est véritablement, à mon avis, une des clés de la réussite. Ne pas penser que tout viendra de l'extérieur, mais se donner les moyens en tant que collectif professionnel, en tant que communauté professionnelle, de communauté de pratique, de réfléchir ensemble, d'essayer ensemble, d'expérimenter ensemble, de regarder les effets que ça produit, d'aller chercher des apports de la recherche et de construire ensemble les réponses qui conviennent véritablement aux réalités de chacune et de chacun d'entre vous. Merci de votre attention.